Merci d'être là. Pas facile après la pause déjeuner. Donc on va essayer de gérer la digestion au mieux. Donc je me présente, je m'appelle Denis Lafont. Je travaille pour une société qui s'appelle freelance.com. Je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde sur la souveraineté numérique. Première chose, c'est enregistré. Donc si vous souhaitez diffuser en interne, vous pouvez, en accédant sur le site, avoir accès au replay. De la même façon, si vous voulez poser des questions, alors le plus simple, c'est quand même de lever la main. On a la chance de pouvoir se retrouver en physique, donc profitons-en. Mais vous pouvez aussi poser les questions par l'application. Donc la souveraineté numérique, c'est un sujet qui devient peut-être un tout petit peu plus à l'ordre du jour, ayant la charge du recrutement de talents tout au long de l'année. On voit clairement les entreprises françaises rentrer dans une logique un peu différente en se disant, mais finalement, où sont mes données, qui peut en profiter? Donc je vous propose de faire avec ce panel un beau tour d'abord de ce qu'est la souveraineté numérique, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait tous la même définition. Puis après on fera un petit approfondissement sur les différents sujets. Avant tout ça, je vais laisser chacun des intervenants se présenter. Michael. Bonjour à tous et à toutes, Michael Trabia, moi je suis Chief Technology and Innovation Officer chez Orange, donc je suis en charge de toute cette partie technologie, innovation au niveau du groupe. C'est à peu près 8000 salariés qui travaillent dans ce domaine. Merci. Bonjour à tous, Sophie Proust, je suis Chief Technology Officer d'Atos, en charge des technologies et de l'innovation. J'ai un passé de R&D, donc j'ai fait beaucoup de R&D autour du design de serveurs, de solutions HPC, d'intelligence artificielle, de cyber security, un petit peu les produits qu'on intègre dans nos services chez Atos. Donc, petit rappel de Atos, nous sommes fournisseurs de services, nous sommes leaders dans la transformation digitale sécurisée et décarbonée pour nos clients. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette table ronde, puisque évidemment les sujets de souveraineté, d'open source, d'automatisation sont au cœur de nos préoccupations. Bonjour à toutes et tous, François Pellegrini, je suis professeur d'informatique à l'Université de Bordeaux, où j'enseigne aussi le droit du numérique. Je suis dans le libre depuis plus d'une vingtaine d'années, cofondateur des Rencontres mondiales du logiciel libre, qui était aussi déjà un événement qui visait à fédérer une communauté avant de pouvoir passer à l'échelon entrepreneurial, qui existait déjà. Et donc je suis maintenant coprésident d'un cluster en région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle NAOS, Nouvelle-Aquitaine Open Source, où on accompagne des entrepreneurs qui ont des projets entrepreneuriaux à base de modèles économiques basés sur des licences libres, matériel libre, logiciel libre. Et je m'intéresse aussi aux enjeux stratégiques des technologies numériques depuis également une vingtaine d'années. Merci. Bonjour, mon nom est Pierre Gronlier, je suis le Chief Technology Officer de l'association GaiaX. J'ai un passé en traitement du signal, images vidéo et grilles de calcul. J'ai rejoint l'association en tant que CTO en mars de cette année. Pierre, peut-être ce que je te propose, c'est peut-être de présenter GaiaX et puis ta définition de la souveraineté numérique, puisque comme on va tous en parler, ça serait quand même bien de savoir de quoi on parle. Donc sur la présentation de GaiaX, GaiaX est une association de droit belge, une association européenne de droit belge, qui promeut les valeurs européennes dans l'usage de la donnée et des services informatiques. Dans les valeurs européennes, on va retrouver la sécurité, la réversibilité, la portabilité, l'autodétermination, la confidentialité, la transparence. Un des points importants de l'association, ça va être de la transparence. Vérifier que quand on utilise des services, ils exposent les attributs qui permettent aux utilisateurs, ça peut être aussi bien fournisseurs que consommateurs, de prendre des décisions éclairées sur leurs services. Et les décisions éclairées vont permettre de définir ce qui est la souveraineté pour eux. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir définir ma souveraineté pour la souveraineté de la donnée. En gros, on arrive toujours à remplacer souveraineté par d'autres mots. Souveraineté de la donnée, ça va être les accès, les droits d'usage de la donnée. Souveraineté technologique, ça peut être qui est le fournisseur de la donnée, qui est l'hébergeur, qui vend la licence. Souveraineté numérique, la partie réversibilité, portabilité, open source, gestion d'identité. Donc voilà, mais je n'ai pas une définition de la souveraineté, mais 4 définitions au moins de ce qui se rapporte à la souveraineté. Volontiers. Alors moi en fait,
Je suis un peu l'universitaire de la bande, vous savez, les gens un peu pontifiants qui aiment bien donner des définitions, mais surtout, je m'attache au sens des mots. Pour moi, un mot ne se remplace pas par un autre. Et donc, justement, je ne remplacerai pas souveraineté par un autre mot, parce que sinon, c'est que ce n'est pas vraiment de la souveraineté. C'est un peu, on parlera beaucoup de transparence, de confiance. Alors, transparence, tu en as déjà parlé. On l'a bien vu aux États-Unis, en particulier sur la question des monopoles sur les câbleaux opérateurs. Être transparent sur le fait que dans un État états-unien, il n'y a qu'un seul opérateur, on est super transparent, mais on est obligé de le prendre, même si ces conditions ne nous plaisent pas. Donc pour moi, souveraineté et transparence, ça n'a pas grand-chose à voir. La souveraineté, elle va passer aussi par une réelle capacité à pouvoir être maître de son destin. Donc, quelle définition je peux donner? Donc, comme je suis un universitaire, je vous ai dit, je vais être un peu pontifiant. Je pars de la définition de la souveraineté dans l'espace physique, avant l'invention du numérique. La souveraineté, c'était des gens sur un territoire, et ces gens sur un territoire, ils veulent avoir la liberté de vivre selon leurs propres choix, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc moi, je transpose ça simplement dans un monde dans lequel existe le numérique. Donc pour moi, la souveraineté numérique, c'est la capacité à exercer un pouvoir sur les espaces numériques qui sont nécessaires aux activités des organisations et de la population d'une aire géographique donnée. C'est-à-dire que de toute façon, la souveraineté, elle n'est pas hors sol. Ce sont des gens qui vivent. Et ces gens, maintenant, ils ont besoin d'outils numériques. Et la question, c'est est-ce qu'ils peuvent continuer à utiliser ces outils numériques en toute liberté, indépendamment des décisions politiques d'acteurs extérieurs? La souveraineté dans le monde physique et même aussi dans le monde numérique, elle est liée à l'accès à l'énergie. On voit de toute façon que toutes les guerres du XXe siècle sont des guerres pour l'accès au pétrole, à l'énergie. Là maintenant, on est dans un monde informationnel dans lequel de toute façon l'énergie va aussi devenir de plus en plus rare. Donc ce sera une des conditions aussi de l'accès aux outils numériques. Mais clairement, la question de la souveraineté numérique, c'est si vous prenez un système politique donné, est-ce qu'il a en main toutes les clés de son destin en s'appuyant sur les outils numériques qu'il utilise. Et si, effectivement, le destin des outils numériques qu'il utilise sont situés en dehors de son territoire, alors il n'y a pas de réelle souveraineté. Merci. Merci. Donc, alors, pour moi, je pense que je vais quand même recouper pas mal de notions qui ont été données. Pour moi, la souveraineté, en fait, je recouvre 3 notions qui sont le contrôle, la maîtrise et l'indépendance. Et alors, quand on parle de souveraineté numérique, donc en fait, on parle d'un niveau de contrôle qu'on va pouvoir abaisser ou augmenter en fonction du business de chaque entreprise. Et cette souveraineté numérique, moi, je la décline un peu comme Pierre, autour de 3 axes. J'en ai 3 et non 4. Alors, le premier, c'est la donnée. La donnée, évidemment, qui est générée et sur laquelle on travaille. Et cette donnée, elle a un cycle de vie. Elle est stockée. Donc, elle est at rest, elle circule, donc elle va d'un point à un autre, et donc elle est at fly, et puis elle est en utilisation, et donc elle est at use. Et donc, il faut qu'on sache gérer finalement tout ce cycle de cette donnée-là. Alors, mon deuxième point qui définit la souveraineté, c'est l'aspect territorial et juridictionnel. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on va se poser la question de le contrôle de l'emplacement de mes données. Donc ça va être très important. Et puis aussi, quelles sont les juridictions qui vont s'appliquer parce que mes données sont à un certain endroit. Et le troisième point, c'est le point technologique, donc la maîtrise des technologies. Donc évidemment, il y a les capacités de calcul, il y a les applications qui manipulent ces données. Et en fait, j'associe aussi la partie opération, c'est-à-dire comment je vais pouvoir opérer tout mon ensemble, comment je vais restaurer, comment je vais gérer mon environnement technique. Et alors évidemment, l'open source a toute sa place ici sur cet aspect technologique. Et peut-être que ce que je rajouterais, c'est finalement, comment aborder la question de la souveraineté, c'est peut-être en se posant la question comment une entité externe peut m'empêcher d'opérer, parce qu'il va exercer sur moi une contrainte juridique ou technologique. Et donc, c'est aussi voir la souveraineté sous l'angle de l'approche des risques. Voilà. Je suis sûr que vous avez envie d'entendre une 4e définition de la souveraineté. Il y aura un interro à la fin. Pour ne pas paraphraser ce qui a été dit, je pense que sur la souveraineté, en réalité, on a 2 éléments qui sont importants. C'est de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la souveraineté
alimentaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté numérique, et puis sur quel périmètre, sur quel territoire géographique. Donc une fois qu'on a dit ça, de quoi on va traiter ici? Je pense qu'on va plutôt traiter de la souveraineté numérique, plutôt européenne, parce qu'on va assez vite se dire que le territoire pertinent, c'est peut-être plutôt l'Europe que la France. Et une fois qu'on s'est dit ça, on se rend compte qu'en fait c'est extraordinairement compliqué et que c'est rarement tout blanc ou tout noir, et que c'est difficile, voire impossible, d'avoir une souveraineté absolue et totale. Et dès qu'on va creuser un peu sur l'ensemble de la chaîne du numérique, on va s'apercevoir que les chipsets ils sont pas forcément produits en Europe, que les solutions de cloud elles sont pas forcément européennes, etc., etc., etc. Donc il y a un moment donné, la question sur cette souveraineté, c'est quel est le niveau de contrôle, pour reprendre ce que tu disais, qu'on souhaite, et quel est le niveau d'indépendance et le niveau d'indépendance au risque externe qu'on souhaite, et sur quel point on veut en particulier agir. Et la souveraineté, pour nous, c'est un des éléments d'un sujet plus global, qui est la résilience, en réalité. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le service qu'on apporte en tant qu'opérateur, qui est un service vital, parce qu'aujourd'hui, toutes nos économies, nos sociétés, nos gouvernements reposent sur le numérique et reposent sur les télécoms, et finalement, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ce service-là, on a les moyens de le maintenir quoi qu'il arrive, que ce soit une crise, une crise climatique, un événement qui fait tomber des sites, qui coupe des liens, ou que ce soit également des éléments de puissance externe qui puissent venir nous empêcher à un moment donné de fournir cette connectivité. Alors, merci de ces nombreuses définitions. J'espère on sait un peu... on peut se positionner les uns les autres par rapport à cette terminologie. En parlant justement de défense de territoire, vous l'avez tous abordé. Si on pouvait juste prendre 2-3 minutes pour rappeler l'existant juridique, et en particulier ces puissances amies mais néanmoins étrangères, je pense en particulier aux États-Unis, qui ont construit une législation, que ce soit l'extraterritorialité qui date maintenant un peu, mais aussi le Cloud Act. Est-ce que l'un d'entre vous peut peut-être rappeler ce que ça veut dire le Cloud Act et en quoi ça attaque notre souveraineté? Je ne sais pas, peut-être François ou... Oui, alors les États-Unis ne sont pas nécessairement des amis, c'est des alliés, c'est pas la même chose. Mais c'est bien d'avoir des alliés. Je pense que dans un monde dans lequel le niveau de risque augmente, c'est toujours intéressant d'avoir des alliés. Mais à chaque fois, il faut savoir ce que l'allié souhaite. Et il faut pas que la relation soit déséquilibrée. Alors, bien évidemment, c'est toujours compliqué. On peut mettre face à face le PIB, un certain nombre d'outils d'extraterritorialité. Il y en a plein. Au niveau des États-Unis, le dollar est un instrument d'extraterritorialité. Il y a énormément de législation qui s'adosse à des instruments à l'utilisation. Le Cloud Act, c'est une partie émergée et relativement, j'allais dire, bénigne d'une certaine façon de ce système. C'est le fait de dire, à un moment donné, quand on a besoin d'avoir accès à des données, eh bien, et si ces données sont effectivement hébergées par des entreprises qui sont sous régime juridique états-unien, alors on a la possibilité de faire une réquisition auprès de ces entreprises pour obtenir les données. Y compris si les données sont localisées en dehors du territoire états-unien. Le Cloud Act est un instrument de réciprocité aussi, c'est-à-dire qu'il permet également aux pays tiers de faire de même. Et en fait, il suppose l'établissement de conventions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour dire que le Cloud Act est finalement peut-être un outil un peu moins abominable que celui qu'on peut imaginer, parce qu'il donne aussi des droits réciproques aux autres juridictions qui voudraient les exercer. Ça vient à pallier de façon sans doute un peu brutale un instrument qui n'a pas été suffisamment bien utilisé, qui s'appelle les accords juridiques mutuels, les MLAT, qui permettaient cet échange de données. En fait, dans le cas du Cloud Act, on est simplement dans l'espace du droit, on est dans l'espace judiciaire. Au niveau des États-Unis, il y a des législations qui sont beaucoup plus problématiques en termes de réciprocité. On peut penser à la section 702 du FISA, ou on peut penser au décret présidentiel, à l'Executive Order 12333, qui, eux, donnent des pouvoirs d'interception sur les données, y compris en transit, dès le moment où elles sont accessibles à des opérateurs qui peuvent
tomber sous contrôle états-unien. Et ça, je tiens à le dire parce qu'on a l'impression que ces problématiques, c'est simplement quand les données quittent le territoire de l'Union européenne. Mais si vous envoyez des données de Paris à Stockholm et qu'elles passent par un satellite états-unien, alors effectivement se posent des questions de captation au titre de l'Executive Order 12333, dont la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, a considéré qu'effectivement ces éléments, enfin, et puis FISA 702, ces éléments avaient vocation à s'appliquer aux données en transit. Donc, ce n'est pas parce que vous envoyez un courriel d'une ville de l'Union européenne à une autre ville de l'Union européenne que vous êtes à l'abri. Hein. Je tiens à le préciser. Merci. Oui, donc, bon passage par le juridique. Je voudrais quand même juste continuer, puis après, on va arrêter avec le juridique, on va rentrer un petit peu plus dans l'opérationnel. Mais on a vu avec l'apparition de la RGPD en Europe il y a quelques années, une forme de demi-sourire en se disant mais finalement l'Europe essaye d'imposer quelque chose et ça va être compliqué. Bon, on a vu que finalement ça a plutôt bien marché, qu'on a même une petite pression pour l'exporter, ou en tout cas elle est en train d'être reprise par certains pays. Est-ce que le cadre réglementaire européen aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives, alors je pense au Digital Services Act, qui a plutôt vocation à réguler les plateformes, en tout cas celles qui ont plus de, alors je ne sais plus si c'est 25 ou 45 millions d'utilisateurs en Europe, avec l'idée d'avoir une obligation de résultat quant à la modération, avec des pénalités qui vont à 6% du chiffre d'affaires annuel en cas de défaut. Donc on peut imaginer que pour Facebook, ça commence à faire un peu d'argent. Est-ce qu'on peut avoir alors espoir est peut-être pas le bon terme, mais est-ce qu'on peut avoir un espoir que l'Europe reprenne la main sur cette défense du territoire par la législation? Parce qu'après, on va parler de relocalisation, on va parler de technologie, on va parler des combats à mener, mais est-ce que la loi peut nous permettre de reprendre un petit peu du territoire perdu dans les années passées? Je laisse répondre qui veut. Peut-être pour dire un mot là-dessus. Il y a 10 ans, quand on parlait de politique industrielle en Europe, c'était un gros mot. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience très forte que finalement... nos alliés ne sont pas forcément nos amis, et qu'on n'a pas que des amis, et que finalement cette extraterritorialité qui se développe, qui a été très bien expliquée avec le Cloud Act, mais aussi avec le FISA, enfin il y a d'autres mécanismes, hein, il ne faut pas croire qu'il n'y en a qu'un, et puis c'est aussi la démonstration que, en fait, du jour au lendemain, un État peut tout à fait pondre un texte de loi et ajouter des éléments extraterritoriaux. Donc aujourd'hui, cette prise de conscience, elle est réelle. Et souvenons-nous qu'à une époque pas si lointaine, quand il y avait des grandes opérations de M&A à coût de milliards entre les GAFAM, ça ne faisait pas sourciller l'autorité de concurrence, la DG Comp, l'autorité de concurrence européenne. Aujourd'hui, je crois qu'on a une vraie prise de conscience de cette réalité. On a une vraie prise de conscience que finalement, on a laissé les choses se faire pendant des années et qu'on est aujourd'hui à une situation qui est... qui n'est pas simple pour l'Europe, puisqu'on est face à deux grandes puissances, Chine et États-Unis, pour ne pas les nommer, qui sont dans un conflit clair, technologique, pas armé heureusement, mais technologique, avec finalement nous au milieu qui nous disons comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner. Donc oui, des outils juridiques, il y a une chose sur laquelle on n'est pas mauvais en Europe, c'est le réglementaire, peut-être un peu sans féliciter ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, avec les RGPD, on a fait un premier pas, qui n'est pas que positif, hein, d'ailleurs, parce que quand, en tant qu'utilisateur, vous devez cliquer OK sur des conditions générales sans finalement les lire, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait fait un gain d'ergonomie remarquable en termes de customer experience, mais il y a d'autres éléments qui sont effectivement très positifs pour la protection des données des utilisateurs. Et les textes européens qui arrivent visent clairement à nous redonner aux Européens, hein, finalement, une compétence et un pouvoir pour réguler beaucoup plus fortement ces grands acteurs qui, aujourd'hui, finalement, sont des bottlenecks, sont des acteurs qui sont incontournables dans le numérique, qu'on le veuille ou pas. On peut parler de nos technologies, mais quand on parle de l'usage au quotidien, encore plus. Hein, voilà, vous êtes tous comme moi utilisateurs d'un smartphone, d'un ordinateur, et je pense qu'à peu près 100% d'entre vous passez par les fourches codines de Google, d'Apple, d'Amazon, de Facebook, etc. D'autres commentaires ? Sur la partie Data Governance Act, il y a par exemple un élément
que l'on regarde activement côté GaiaX, c'est leur définition du consentement. Le fait que quand on échange de la donnée, il faut absolument pouvoir décrire du consentement. Et côté GaiaX, pour arriver justement à promouvoir cette émergence d'acteurs, de fédérations d'acteurs en Europe, comment est-ce qu'on pourrait arriver à automatiser ces consentements, des Usage Policy Rights Negotiation, est un élément important de ce que l'on doit faire en Europe pour arriver justement à construire quelque chose qui permette d'améliorer l'utilisation, l'expérience utilisateur et pouvoir créer justement des réseaux, des fédérations de fournisseurs de services européens. Ah non, j'ai déjà parlé, mais je voudrais rajouter aussi des choses derrière. J'ai rien à... Attends. Alors, monsieur, il y a un deal, c'est que je ne parle pas trop. Alors, sur l'extraterritorialité, il y a un point intéressant avec le RGPD, c'est qu'en fait, ce n'est pas une question d'extraterritorialité. C'est une question, là encore, une loi, elle s'applique sur un territoire donné. La directive de 95, qui régulait la protection des données avant le RGPD, elle disait justement, elle avait comme périmètre finalement l'Union européenne, mais en tant que fournisseur. Or, on voit bien que si on veut protéger les personnes, il faut faire en sorte de protéger les personnes sur le territoire, indépendamment des fournisseurs. C'est exactement comme quand vous voulez avoir des pyjamas pour enfants qui ne soient pas inflammables, vous faites une norme européenne et vous dites tous ceux qui veulent importer leurs pyjamas dans l'Union européenne, ils doivent respecter la norme pour que les petits enfants européens ils soient protégés. Donc la loi, elle est territoriale, mais elle s'adresse à des fournisseurs extra-européens par ricochet. Le RGPD, c'est un peu, avec très peu d'argent, la création d'une marque mondiale. C'est quand même assez impressionnant. Pour moi, ça ressemble un peu au droit de l'environnement. Vous savez, où à un moment donné, il y a des gens qui disent franchement, ce qu'on fait là pour la planète, c'est pas cool. Alors on va faire des législations. Et puis au départ, il y a les business qui hurlent en disant ah mais c'est atroce parce que en fait les étrangers ils vont pouvoir nous inonder avec des trucs. Et ben non, la norme elle est la même pour tout le monde. Au contraire. Et le fait que le RGPD dise pour tous ceux qui veulent faire du business avec les résidents de l'Union européenne, et je dis pas citoyens, je dis bien résidents, les gens qui ont les deux pieds sur le territoire européen, eh bien ils doivent respecter ces normes-là, c'est justement la garantie d'une concurrence libre et non faussée. Alors bien sûr, par ricochet, ça implique que les entités extra-européennes qui interagissent avec les résidents européens, elles leur accordent un certain nombre de droits, et alors le national du pays en question dit « mais attendez, vous, l'entreprise de mon pays, vous donnez plus de droits à ces étrangers qu'à moi qui paye mes impôts dans ce pays ». Et donc il y a un effet de diffusion, il y a un effet parce que finalement, il faut bien poser les choses. L'Union européenne, c'est le marché le plus riche, c'est dans les frontières larges, extra-UE, mais avec tous les pays satellites, si on compte l'espace économique européen, etc. C'est 700 millions de personnes qui ont le plus gros revenu par tête au monde, donc c'est un marché qu'aucune boîte ne peut ignorer si elle a envie d'être un peu globale. Et donc à partir de là, le RGPD devient un standard parce qu'il va diffuser vers les sous-traitants, il va diffuser vers les autres pays de ce point de vue-là. Sur la question de la souveraineté par le droit, je pense qu'effectivement c'est tout à fait possible. La preuve, la vraie question c'est qu'effectivement il ne faut pas être lâche. À un moment donné, il faut accepter que ça couine aux portes, que les lobbies s'activent, et on verra que des lobbies, il y en a des tripotés, qu'on cherche à les virer par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Et donc, effectivement, il faut avoir une stratégie de puissance, et il faut être capable de la tenir. Ça suppose que quelque part, au niveau du gouvernement, il y ait des gens qui aient cette vision-là, et qui la tiennent, et qui tout d'un coup ne lâchent pas, en disant « Ah oui, mais on va faire du cloud, mais en fait, il ne sera pas tout à fait souverain, il sera de confiance. » Mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc voilà, l'idée, c'est bien d'expliquer qu'il faut... on ne gagne pas à être faible. À un moment donné, si on veut justement, avec nos alliés, avoir notre place, il ne faut pas rentrer dans une logique de coloniser, il ne faut pas rentrer dans une logique de vassaliser. Ça passe par le droit, mais pas que. Ça passe par la mise en œuvre et la définition d'une politique qui est totalement holistique et globale. On a parlé des processeurs. En Europe, on a perdu la maîtrise de la fabrication des processeurs. Et donc, effectivement, le problème, c'est qu'on est sur des marchés où il y a des effets d'échelle qui sont considérables. Ça veut dire que faire nos processeurs à la française dans notre coin, c'est le truc qu'on a essayé dans les années 70-80, ça ne marche pas, parce qu'il faut justement être capable d'avoir un marché dual, à la fois contrôler des technologies qui participent à la souveraineté et être capable de les amortir sur des marchés très vastes. Et l'exemple de la Chine est très intéressant. Il y a 40 ans, qui aurait misé une cacahuète sur le fait que la Chine devienne légale, voire même dépasse les États-Unis, comme on le voit sur les missiles hypersoniques, etc. Mais ils ont une politique, ils ont aligné leurs partenaires industriels et étatiques au service de cette politique, et la preuve, c'est que ça marche. Merci.
Alors justement, ayant peut-être pas le privilège, mais en tout cas étant un petit peu vieux, ça fait des années qu'on veut refaire un concurrent de Google, un concurrent de Facebook, voilà, etc. Bon, je pense qu'on est tous convaincus que c'est pas les bonnes batailles, voilà. Alors pour chacun d'entre vous, c'est quoi les bonnes batailles? Parce que finalement, on n'est pas dans une guerre, mais enfin il y a des fois où ça y ressemble un petit peu. Il y a du territoire à défendre, et donc il faut choisir ses batailles. Et pour chacun d'entre vous, quelles sont les bonnes batailles? Alors pas juridiques, hein, parce que là, ça y est, on a passé, mais en particulier sur les batailles technologiques. On a parlé de la microélectronique ou les microprocesseurs. Je pense que c'est un bon exemple. Je vous laisse embrayer chacun. Je peux peut-être commencer. Donc oui, il y a pas mal de batailles qu'on peut mener et qu'on mène et qu'il faut continuer à mener. J'en citerai quelques-unes. Le premier, pour moi, c'est le calcul haute performance. C'est vraiment une technologie qui permet la compétitivité, l'efficacité des entreprises, des industries. Alors, en cela, Atos est leader européen du calcul haute performance. On continue à faire des serveurs, on continue à faire des ASIC, on a toute une stack software. Et pourquoi c'est important? C'est parce que, je vous disais, c'est un atout de compétitivité. Partout, en fait, dans toutes les industries, on a besoin de modéliser le monde physique pour voir comment il va évoluer. Donc, si on prend l'automobile, l'aéronautique, tout ça, on a besoin pour ne plus prototyper, de calculer d'un point de vue numérique quelle va être la résistance au vent, quelle va être la résistance au crash, etc. Si on regarde aussi dans le domaine de la santé, on le voit bien évidemment avec la simulation de molécules pour trouver des vaccins, mais pas que. Pour regarder le vieillissement de la population, pour réfléchir sur les maladies d'Alzheimer, etc. Dans le domaine de la défense, évidemment, la souveraineté passe par la simulation nucléaire, et puis en France, et puis le climat. On en parle, on est en pleine COP26. C'est très important de pouvoir modéliser l'impact des hommes sur le climat. Donc moi, mon premier chantier, je pense que je pointerai, c'est justement le calcul haute performance. Alors, il y en a un deuxième, et puis là, je contredirai ce qu'a dit François, désolé, c'est que sur les processeurs, donc tu as raison, ça fait très longtemps Bull à l'époque faisait ses propres processeurs. On a arrêté de les faire parce qu'on s'est aligné sur des architectures Intel. Mais là, il y a 4 ans, l'Europe a lancé un grand programme qui s'appelle EPI, European Processor Initiative, et Atos a été leader du consortium. Et donc, on a fait des spécifications pour un processeur européen généraliste avec une partie accélérateur risque 5. Donc là, on revient dans le monde de l'open source, donc c'est intéressant. Et donc, l'Europe va être bientôt dotée d'un processeur. Alors, il y a d'autres technologies pour moi très importantes. On en reparlera sans doute, la cybersécurité. Il y a aussi toutes nos capacités d'opérer. C'est très important pour pouvoir d'opérer les infrastructures de données. Et puis effectivement, je pense qu'il y a des batailles qu'il faut laisser, tout ce qui est l'infrastructure virtualisée que font très bien les hyperscalers. Nous, plutôt nous concentrer sur la donnée. Donc là, Gaia-X, IDSA, c'est un formidable jeu de souveraineté. Juste sur la virtualisation, on a quand même de beaux représentants aussi sur ce salon, de gens qui savent faire de la virtualisation. Bien sûr, mais c'est vrai, mais la tendance aussi de plus en plus pour passer à l'échelle, c'est d'utiliser quand même les technologies des hyperscalers. Et on a plein de projets qui sont en mode déconnecté, donc qui vont permettre justement une certaine partie de souveraineté. Alors, des hyperscalers, il n'est pas très difficile de passer au cloud et au cloud de confiance. Il y a eu une petite pique tout à l'heure, en tout cas je l'ai senti comme ça, légère. Peut-être Michael ou François, comme vous voulez, sur les batailles à mener. Ouais, juste peut-être d'abord sur la bataille. Alors, une bataille ou plusieurs. Plusieurs. On peut mener une guerre complète. Ouais. Je veux mes doigts. Je vais prendre le point de vue technique. Si on veut arriver à survivre en Europe, je suis pertinemment convaincu qu'en Europe, on a extrêmement beaucoup de savoir-faire, de technologie, d'expertise. Mais si on veut pouvoir favoriser cette expertise sans avoir la création d'un champion européen, ce qui amènerait à ce que vous pourrez détailler et qui, je pense, ne marchera pas, il faut qu'on puisse créer une fédération d'acteurs. Il faut qu'ils puissent être interopérables. L'interopérabilité, indépendamment du protocole utilisé, ça commence par la gestion de l'identité. Le KYC, Know Your Customer. En Europe,
Alors, il y a quelques petits pays, les pays baltes, l'Estonie, qui est très en avance sur l'économie numérique, l'identité numérique. Le reste est plutôt en retard sur ce qui se passe en termes de gouvernance numérique. Et je pense que mon point de vue sur la bataille, quand on commence quelque part à avoir une relation contractuelle entre deux personnes et pouvoir la faire à l'échelle et essayer de l'automatiser au maximum, on ne pourra pas remplacer les humains. Ça va être une identité, le travail par exemple qui est fait dans le cadre de IDAS V2, Self-Sovereign Identity. Pour avoir... Je vois qu'il y a de la tête qui node à côté. On va avoir un bon débat. Si on n'a pas ça, on pourra se mettre d'accord sur les interfaces, sur les protocoles, sur la souveraineté à différents niveaux. Ça ne marchera pas. Donc pour moi, le champ de bataille, c'est vraiment avoir toutes les bases juridiques et légales en Europe pour pouvoir avoir quelque chose qui passe à l'échelle. Identité numérique et SSA, et je sens que François a des commentaires. Oh, ça va être un commentaire rapide. Un certain nombre de personnes ne sont présentes dans la salle ici que parce que leurs grands-parents ont eu des faux papiers pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'effectivement, l'identité régalienne numérique, c'est une fausse bonne idée et c'est en général une très mauvaise idée. En fait, un bon système d'identité doit être faillible, mais j'ai pas le temps de développer là-dessus. C'est pas vraiment le sujet. Hein. Je pense on diverge un peu, mais on est vraiment dans le solutionnisme technologique avec ces histoires d'identité numérique infalsifiable, etc. Et la biométrie, tout ça. Mais ça, c'est pas le sujet qui m'occupe. Je vais revenir sur le sujet qui nous préoccupe, celui de la souveraineté numérique. Ton exemple de dire ouais, on va avoir un processeur européen. Oui, mais à quel prix ? Et si effectivement, au coût de fabrication et de mise en œuvre, parce que le marché est réduit, il coûtera 2 fois plus cher, on le mettra dans les supercalculateurs. Puisqu'on est dans la promo, moi je fais un logiciel qui s'appelle Scotch, qui fait du partitionnement de graphes parallèles pour les HPC, donc on bosse avec ça. On aura raté la cible. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un processeur européen qu'on met que dans les machines de HPC, c'est déjà bien, on les mettra dans les missiles, on les mettra dans des tas de trucs où c'est bien que ça marche toujours quand on veut que ça marche. Mais si dans les ordiphones des gens, on a le processeur qui vient de l'étranger, qui est troué, parce que tous les processeurs sont troués à l'heure actuelle, hein, donc faire de la cybersécurité au-dessus d'un processeur troué, c'est quand même assez délicat pour ceux qui font de la cybersec et qui le savent. Donc on a un vrai enjeu, non seulement il faut fabriquer, il faut avoir la maîtrise de ces technologies, mais en plus... il faut être capable de les déployer à une suffisamment large échelle pour qu'avec ces économies d'échelle, on puisse garantir la viabilité du produit face aux compétiteurs. Et c'est ce que les Chinois ont réussi. C'est facile, ils ont un marché domestique de plus d'1 milliard de personnes qui étaient en train de s'équiper. Donc ils ont pu jouer largement et dérouler le tapis à leurs fournisseurs technologiques. En plus, les Européens, à l'époque, il y avait un certain nombre de gens qui paraissaient-ils, étaient des brillants penseurs, j'ai toujours pensé le contraire, qui disaient « ouais, fabless, compagnie, machin, on va mettre la production chez les Chinois, de toute façon, ils n'y comprennent rien, et nous, on garde la IP, machin ». C'est un suicide, et la preuve, on en paye maintenant le prix. Les fabricants, ils sont dans ces pays-là, qui contrôlent, et s'ils serrent le robinet, tout le monde panique. Il y a TSMC qui est à Taïwan, avec la Chine qui monte les muscles, tout le monde s'excite. Les Américains, ils ont très vite senti le danger. Ils ont dit, oulala, on va relocaliser la fabrication de nos processeurs sur notre sol. En Europe, on dit, bon, bah, tiens, on va faire des processeurs. Mais la bataille, elle est dure. Hein. Vous voyez, autour de ARM, il y a eu justement des tentatives de construire un processeur un peu souverain. Pense à se faire acheter. La bataille, elle est permanente. Les coûts sont permanents. Et donc, dire on fait un processeur européen, ça ne sert à rien si on n'a pas une stratégie ensuite pour dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il trouve un marché qui permette de le diffuser à un coût qui soit économiquement acceptable dans une démarche de souveraineté. Donc, par rapport à ça, donc, il y a un point aussi important sur le droit. Donc, on a expliqué, il faut faire vivre les petites entreprises. Donc, moi, c'est le droit qui est quand même un des vecteurs. Hein. Je suis informaticien, mais j'aime bien le droit law is code. Et donc, effectivement, il faut poser des lois qui marchent. Le député Latombe a proposé, effectivement, le Small Business Act. C'est un élément intéressant. Le problème de ce que tu décris avec la fédération, moi, en tant que libriste, j'aime bien le Small is Beautiful et les coopérations. Mais quand on passe à l'UGAP, il veut voir qu'une tête. Et donc, on a un gros problème qui est que cette fédération, elle ne sera pas vue comme une entité suffisante et suffisamment crédible pour fournir le service. Ah ouais, mais c'est des boîtes qui ont moins de 10 personnes, alors si elles tombent, on est bien embêté, alors on va aller chercher la grosse boîte. Et puis, il y a le syndrome du DSI. Vous savez, le syndrome du DSI, c'est tant que j'achète le leader du marché, si ça ne marche pas, on ne pourra rien me dire. Alors que si je mets en place des solutions un peu exotiques, si ça ne marche pas, on dira que j'ai fait des bêtises et on me virera. Donc, il y a plein de biais intellectuels et de biais administratifs qu'il va falloir lever pour accepter de donner de l'argent à des acteurs locaux
qui vont garder la maîtrise des technologies. L'histoire de la montée en puissance de la Chine, c'est justement le fait qu'en délocalisant les usines, on a donné une compétence et une maîtrise du process technologique à des gens qui, comme ils ne sont pas idiots, loin s'en faut, l'ont maîtrisé, et puis à partir de là, l'ont amélioré pour devenir à leur tour des leaders. Et c'est le défaut que je vois avec le cloud dit de confiance, où on dit sur des serveurs qui sont des serveurs chez nous, avec du droit bien de chez nous, on fait tourner des technos étrangères. Il n'y a pas de péjoratif, hein, mais c'est juste... mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos ingénieurs, nos personnes qui étaient censées avoir la maîtrise de ce segment-là, le traitement de la donnée, l'algorithmique, ce qui a une valeur... Eh ben en fait, on prend des trucs sur étagère qui viennent de l'étranger, on paye des licences, donc on paye les ingénieurs étrangers, et on empêche le développement de ces compétences ou le maintien de ces compétences sur notre territoire. La souveraineté, ça passe par la maîtrise de l'ensemble de la chaîne technologique, et si à un moment donné on dit « ouais, check, les serveurs c'est chez nous, mais les logiciels c'est ailleurs », eh ben, on a raté une partie de la pile et on n'est pas capable de faire les choses. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé cette petite pique, parce que souveraineté et confiance, c'est justement pas pareil. Et que si on veut de la souveraineté sur le long terme, il faut avoir une maîtrise technologique de l'ensemble de la chaîne qui suppose qu'on arrive à nourrir en termes d'écosystème les ingénieurs, les techniciens, les concepteurs, les innovateurs, etc., de l'ensemble de la chaîne sans recourir à des briques tierces, parce que ce sont des manques dans notre souveraineté. Et dernier point, parce que j'arrête parce que je suis bavard, sur le droit justement, il y a un grand danger actuel, et ça montre bien la schizophrénie de la Commission européenne, ça s'appelle vulgairement les brevets logiciels ou brevets sur les méthodes algorithmiques. C'est un grand danger pour la souveraineté de l'Europe. Et bien, la Commission européenne, elle fait le DSA, elle fait le DMA, et en ce moment, en sous-main, elle essaye de mettre en place un système de brevets qui s'appelle le UPC, Unified Patent Court, qui en gros va se faire sortir de l'ordre juridique européen, c'est-à-dire sous l'empire de la CJUE, qui est normalement le sommet de l'ordre juridique européen, la gestion des brevets dans un entre-soi avec ce petit microcosme qui se goinfre là-dessus. Et les brevets ont été l'arme qu'ont utilisé les États-Unis contre le Japon dans les années 80, quand le Japon a dominé le marché des semi-conducteurs. Ils se sont fait ramasser, ils ne se sont jamais relevés. Et là, relégaliser les brevets logiciels en Europe, parce que pour le moment, ils ne sont pas légaux. Hein. Je rappelle que la directive de 2005 qui devait les légaliser a été rejetée au Parlement européen. Donc les offices de brevets cherchent encore à grenouiller, etc. Et la Commission européenne, une partie de la Commission européenne, leur tend le crachoir parce qu'ils sont trop contents. Après, sans doute, certains pourront aller travailler aux bons endroits. Donc on a un danger. Le danger, il est clairement juridique. Il faut verrouiller un certain nombre de portes. En ce moment, si vous êtes capable de dire non au brevet logiciel, écrivez à votre député, au gouvernement, etc., ça vaut le coup parce que c'est en train de passer maintenant en carpette. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que normalement, le texte est fait avec la Grande-Bretagne. Pardon. La Grande-Bretagne n'est plus là, mais ils veulent faire passer le texte quand même. Donc, il y a des problèmes d'illégalité du texte qui sont assez majeurs, dont personne apparemment ne s'est rendu compte. Mais en plus, ce truc est complètement troué, est complètement bancal et extrêmement dangereux pour la souveraineté numérique européenne. Donc, effectivement, voilà une bataille immédiate à mener pour tous ceux qui sont présents dans la salle. Merci. Et juste pour bien comprendre, au-delà de la bataille sur les brevets, ce que tu dis, c'est la première bataille, c'est une forme de préférence européenne. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'infra. Tu achètes du soft, quand tu achètes du soft, il est forcément européen, etc. Bon, il faut aller jusque-là. Sinon, la guerre est perdue. En tout état de cause, s'il nous manque un maillon dans la chaîne d'approvisionnement, c'est le maillon faible. On perd en autonomie. Je ferai peut-être un petit commentaire juste avant que Mickaël reprenne la parole. Étant sur le recrutement et la détection des talents et trouver les bons talents pour les entreprises françaises, il y a un petit paradoxe, effectivement, c'est que les ingénieurs français travaillent pour les GAFAM américains. Donc en fait, certes, les logiciels sont entre guillemets de droit étranger, mais les compétences en fait sont des compétences qui ont été formées par l'école française. Donc on paye deux fois. Voilà, je ne sais pas si on y voit un paradoxe ou un modèle économique qui n'est pas très bon pour nous, mais en tout cas c'est clairement ça se voit tous les jours avec des ingénieurs qui même à distance, c'est-à-dire sur notre territoire, travaillais pour des certains reviennent. Alors, ça commence, effectivement, on commence à le voir. Je suis passé exactement par ce que vous avez décrit. Ah bah voilà, je savais pas, c'était pas prévu. Hein, je pensais. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir un retour, et pour le coup, ils amènent, alors là, ça ira un peu contre
ce qu'on vient de dire, ils amènent quand même cette expérience-là. C'est-à-dire que la capacité à faire du volume, de l'hyperscalabilité, etc., ça s'apprend sur du très très gros volume. Et ça, on ne l'a pas eu jusqu'à maintenant et on est en train de les voir revenir. Michael, peut-être beaucoup de choses à dire. Oui, beaucoup de choses, quelques sujets et quelques pics aussi. C'est bien de se challenger et de débattre. Moi, il y a un point sur lequel je suis d'accord et un point sur lequel je suis moins d'accord. Le point sur lequel je suis d'accord, c'est qu'effectivement, on ne peut pas considérer une souveraineté si on ne regarde pas l'ensemble des maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'il est évident qu'aujourd'hui, un service numérique, ça inclut des chipsets, ça inclut des serveurs, ça inclut du logiciel de cloud, ça inclut du software à ce service par-dessus, ça inclut des équipements de réseau, ça inclut des terminaux, ça inclut finalement toute cette chaîne et que on ne peut pas dire on va être souverain juste parce qu'on maîtrise un des éléments de la chaîne. Donc ça, je suis complètement d'accord avec ça. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'en réalité, maîtriser à 100% en Europe avec des ingénieurs européens l'ensemble des éléments, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué et donc ça implique pour moi de faire des choix et ça veut dire que pour chacun des éléments, quel est le bon niveau de souveraineté qui nous paraît raisonnable. Et ça, c'est un arbitrage. Et c'est un arbitrage politique, c'est un arbitrage économique qu'on doit faire entre finalement les coûts que ça représente, les investissements qu'il faut réaliser, mais aussi l'avance qui a été prise parfois, parce que sur certains sujets, on parlait du cloud tout à l'heure, il y a une avance très forte qui est prise par certains acteurs. Et donc même si on met beaucoup d'argent sur la table, à un moment donné, c'est compliqué de rattraper tout simplement ces avances sans même parler des questions de marché, des effets d'échelle. Donc cette question, elle est très importante de se dire finalement comment est-ce qu'on assure cette souveraineté. Il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a un moyen qui est évidemment de dire dans certains cas, on veut tout maîtriser avec des technologies européennes, avec une opération aussi, de les opérer par des acteurs européens, hein, parce que si vous avez une technologie européenne, mais que vous le faites opérer en Inde ou en Chine, vous avez peut-être un petit sujet aussi. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels, on n'y arrivera pas, en tout cas on n'y arrivera pas sur tous les sujets. Donc il faudra faire des choix. Et typiquement, il y a des moyens de faire qui peuvent se dire comment est-ce qu'on assure d'avoir soit des armes dans la bataille. Par exemple, on va dire sur les chipsets, nous en Europe, on fabrique les robots ou les machines qui vont assembler les chipsets et c'est un élément dans la négociation qu'on va avoir vis-à-vis des fabricants de chipsets et on se dit on a une arme là-dessus, c'est peut-être pas idéal, mais au moins on a un bargaining power. Notre élément, c'est de dire comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des fournisseurs qui sont répartis. Et par exemple, de se dire, si on a une seule source d'approvisionnement pour du cloud, par exemple aux US, ou pour des chipsets à Taïwan, c'est peut-être un petit sujet, parce que si jamais il y a un sujet politique ou autre qui se passe sur ce territoire-là, on est à risque, tandis que si on a assuré d'avoir un écosystème qui est un peu plus réparti, ça y contribue. Donc encore une fois, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision extrême dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que je pense qu'on est passé par une étape de mondialisation extrême qui nous a nui, clairement. Hein. Aujourd'hui, on a vu, on s'est dit, on va spécialiser à outrance toutes les productions et toutes les expertises, et la Chine va faire la fabrication, le manufacturing, à Taïwan, on va mettre les chipsets, le software, on va le faire aux US, etc. Ça, on en revient, et je pense que tout le monde en revient, parce qu'effectivement, on se rend compte que, ça pose des problèmes de souveraineté importants, parce qu'on a une source unique d'approvisionnement sur certains éléments clés. Deuxièmement, ça pose des problèmes de résilience, au-delà même de la souveraineté. Hein. Quand vous avez une crise sur les chipsets mondiales comme on a en ce moment, on s'aperçoit que tout d'un coup, on n'a plus assez pour nous, et donc c'est même pas une question de souveraineté, mais c'est simplement une question d'accès à ces éléments-là. Quand vous avez l'Ever-Given qui bloque le canal de Suez et 10% du commerce mondial s'arrête, vous avez des chaînes de production entières qui sont à l'arrêt parce qu'elles n'ont plus un des composants des éléments. Donc oui, on est allé trop loin dans cette mondialisation à outrance et il faut arriver à quelque part avoir une relative démondialisation et avoir des écosystèmes plus locaux. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse où on va dire en Europe et en France a fortiori, on va avoir tous
les éléments et on va tout maîtriser. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas non plus réaliste, parce que sinon, on va tomber dans une difficulté qui va être, on va vouloir tout reconstruire, on va avoir des problèmes de fonctionnalité, on va avoir des problèmes de coûts, on va avoir des problèmes de délai. Et derrière, il ne faut pas oublier que nos entreprises, elles sont en concurrence aussi mondiale, et que si on dit que les fabricants automobiles finalement doivent se fournir qu'avec des solutions européennes, et que de ce fait-là, ils sont 10% moins compétitifs ou 20% moins compétitifs que les autres, au final, on aura des bagnoles chinoises ou des bagnoles américaines, on n'aura pas forcément gagné au change. Donc c'est un élément qui est important à considérer. Et puis, il y a les sujets de demain. Et donc sur les sujets de demain, pour répondre à la question quels sont nos combats, nous on en a deux dans les télécoms sur lesquels on se préoccupe actuellement, qui sont liés en fait au réseau du futur. Et le réseau du futur, c'est un réseau qui est virtualisé. Et donc on va retrouver nos sujets de cloud préférés, avec deux sujets, qui est l'Open RAN, qui est la technologie pour le réseau radio de demain, qui aujourd'hui est l'idée par les États-Unis. Et donc, là, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Donc, comment est-ce qu'on fait monter des acteurs européens sur ce sujet-là, qui peuvent être un tout petit peu défensifs parfois, parce qu'ils sont très très bons sur les équipements, je dirais, de la technologie actuelle. Donc, comment est-ce qu'on les amène également à s'intéresser sur ces sujets-là. Et puis, le deuxième sujet, qui est le telco cloud, en réalité, on a beaucoup parlé du cloud. On sait que les gamma Azure sont hyper dominants sur le cloud. Le telco cloud, c'est un cloud différent. Un cloud qui a d'autres exigences, d'autres besoins, et ils ne sont pas aujourd'hui au niveau. Donc comment est-ce que sur ce sujet spécifique, qui est pour nous en tant qu'opérateurs, mais je dirais à travers nous, tous les utilisateurs des réseaux sont fortement impactés par ces sujets-là. On parle beaucoup d'interception, d'espionnage, etc. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir des solutions de telco cloud européennes? Parce que sur ce sujet-là, la messe n'est pas encore dite, et donc on a une carte à jouer, et c'est ce qu'on pousse au niveau européen. Et merci. Il y a quelques batailles qui me manquent, donc je vais peut-être les ramener sur la table. Est-ce que, une petite pause question, juste parce que je vous avais promis de vous réveiller, éviter une digestion difficile. Je vous demande de juste parler fort, parce que je n'ai pas de micro. Et si on n'y a pas... Oui. Oui, pardon. Attendez, on va la jouer différemment. Hop, ça me fera faire du sport. Merci bien. Donc, merci beaucoup. J'avais une question sur RISC-V. Donc, en France, il y a eu des processeurs comme le Calray qui ont été poussés, qui sont cherchés. Les résultats, je ne sais pas ce qu'il y en a, mais visiblement, il est en production dans certains endroits. Est-ce qu'il va servir pour du HPC? C'est une autre question. Pareil, le pays, j'avais suivi ça, mais faire une fabrique de processeurs RISC-V, ça coûte un certain nombre de sous. Est-ce que les sous qui sont mis dans le pays seront suffisants? Par rapport à la Chine, on reparlait de la Chine. Alibaba a déjà des processeurs RISC-V en cloud qui sont plutôt très performants, qui sont, je crois, aussi open hardware. Le code source a été publié à peine un mois ou un mois et demi. Comment on va faire la compétition avec ces niveaux de vélocité? Donc effectivement, la première partie du programme européen visait à faire une étude sur RISC-V. On n'est pas encore dans l'implémentation. Et donc, il va y avoir un deuxième volet de programme européen qui va être financé pour justement aborder ces sujets-là. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, dans tous les projets européens, en général c'est le cas, hein, il y a un business plan qui est demandé, évidemment. Et par exemple, le marché de l'automobile est un marché qui est très intéressé par ces technologies-là. Donc voilà. Donc là, on va aborder la deuxième phase sur la partie RISC-V. Oui. D'autres éléments de réponse ou... Sur le Calray, c'est un processeur qu'on a regardé. Alors, oui, pardon, je prends la casquette de mon ancien employeur, c'est pas une bonne question. Le Kidam. Voilà. Donc il y a un acteur de cloud européen qui regarde déjà du côté de Calray. Calray est un des opérateurs en éveil français qui fait son processeur. Il y en a d'autres. Il y a Lighton, qui est une société française qui fait un coprocesseur optique. On a de l'expertise en Europe. Moi, peut-être. Alors, François, je te laisse.
Rapidement, mais effectivement, fabriquer un processeur, c'est assez dantesque, hein, parce qu'il y a la question de la logique, et puis quand on fait le masque, il y a des problèmes d'interférence et autres, il y a toute une maîtrise de savoir comment placer le processeur, et puis ensuite il y a la finesse de gravure, et on voit que les enjeux, enfin, vu les gains de performance qu'on gagne quand on gagne quelques micromètres, effectivement la capacité à graver avec un très faible pas de gravure, c'est aussi un avantage technologique considérable, et là, les chiffres, vous ne les avez pas donnés, mais une bonne fonderie moderne en 3 nanomètres, maintenant, c'est 10 milliards, quoi. Donc il faut être capable de les mettre sur la table. Et donc pour ça, d'amortir ces investissements, hein, je reviens vraiment sur la logique de diffusion en masse de l'objet, de façon à amortir ces coûts de fabrication. Ouais. Je pense enfin, pour me permettre de répondre aussi, c'est un sujet que j'ai un petit peu regardé, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a non seulement l'investissement pour construire la chaîne, mais il y a aussi la construction de l'écosystème, on en a parlé tout à l'heure. Il y a le cadre réglementaire qui va empêcher les autres, ou qui va freiner les autres, ou qui va faire que les autres vont devoir dépenser beaucoup plus d'argent pour rentrer sur notre territoire. Et il n'y a que par l'alignement de toutes ces planètes qu'on peut espérer reprendre pied sur effectivement une tâche qui est dantesque. Hein, parce que alors, typiquement, autant sur le soft, 20 devs bien cadrés, ça fait des miracles. Autant en microélectronique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on a des compétences. Je veux dire, oui, on les a. Voilà. Oui, les compétences, elles existent, mais effectivement, il faut arriver à les nourrir avec un projet. C'est comme les compétences existent aux États-Unis. Quand on dit we will go to the moon, on les aligne pour les focaliser. Et on y arrive. Et on y arrive. Ouais. Et c'est pour ça que l'argument qui était donné à côté de moi, je le réfute. Hein, l'Europe, c'est quand même 2 fois la taille des États-Unis, avec des gens qui sont parmi les plus hauts niveaux d'éducation au monde. Les Chinois l'ont fait. Je veux dire, par là, c'est vraiment une question d'ambition politique à un moment donné, mais bien sûr, il ne faut pas attaquer n'importe comment en disant on va faire un machin à la française, et là, dans ce cas-là, on file 50 millions d'euros éventuellement à des potes, et puis ça n'avance pas. Donc, le truc, c'est vraiment d'avoir une stratégie dans laquelle on va encourager les petits, encourager l'innovation, lever des barrières juridiques pour que ces petits puissent avoir des accès au marché, parce qu'il faut nourrir l'écosystème. Et pour moi, j'ai vraiment une vision d'État stratège. Hein. J'avais écrit un article de blog en 2016 qui s'appelait « Penser la souveraineté numérique ». 5 ans après, je ne retire pas un seul mot, et de toute façon, j'ai dit des trucs que d'autres personnes avaient dit avant moi 10 ans auparavant. Je pense que le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut ce pilotage de la stratégie numérique et de la souveraineté numérique à la tête de l'État. Et ça, pour le moment, c'est pas encore dit de façon claire. Ça commence à émerger dans les limbes, mais après des années où c'était un non-sujet et on se faisait rironner. On se faisait traiter de parano. Maintenant, depuis Snowden, on dit plus parano, on dit plus prudent. C'est quand même mieux. Mais... Progression. Je pense qu'à l'échelle européenne, il y a eu quand même quelques changements. En tout cas, moi, je le perçois dans mes activités. On a quand même une... Mais la schizophrénie de la Commission par rapport au brevet logiciel montre bien que, certes, à l'échelle européenne, il y a des gens qui pensent... Je garde le pari que ça ne passera pas. C'est un autre sujet. D'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour. J'aurais souhaité avoir votre avis sur les outils d'aide à la décision, de recherche opérationnelle. J'ai l'impression que sur ce sujet-là, en fait, on a une culture française de l'industrie et à la fois des mathématiques qui n'est pas forcément assez exploitée. Et du coup, c'est peut-être une opportunité aussi pour nous d'être vraiment très bons sur ce domaine-là. C'est pas forcément mis beaucoup en avant par vous ou par d'autres grandes entreprises. C'était une bataille qui manquait justement. Donc je rajoute une question à la question. Je ne vous ai pas entendu parler d'intelligence artificielle et donc de l'accès aux données qui permettent de nourrir les algos, etc. Je le retrouve derrière le sujet RO et globalement tout ce qui est optimisation. Voilà, on n'a pas parlé de ça. Alors est-ce que c'est que la bataille est perdue ? Est-ce que c'est parce que vous avez oublié ? Est-ce que c'est parce que c'est un non-sujet ? C'est vrai. Enfin, moi, j'avais pensé en parler, tu as raison, et j'ai omis d'en parler. Je pensais en parler dans le calcul haute performance, parce que j'en ai parlé à bon, alors tu vois. Bon, mais et c'est certain, et c'est vrai que tout ça, mais alors là, après, est-ce qu'on s'appuie sur les frameworks ? Il y a beaucoup de frameworks open source, etc., qui sont formidables là-dessus. Et en fait, la bataille, est-ce qu'elle n'est pas plus au niveau des compétences qu'il va nous falloir pour justement utiliser et donner toutes ces possibilités d'aide à la décision dont on a besoin partout dans toutes les industries ou la donnée, enfin juste de la donnée. Ouais. De la donnée. Je suis entièrement d'accord. Alors pas sur tout, mais sur une grosse partie, particulièrement sur la capacité de puissance qu'on peut avoir en Europe. On est en effet 700 millions. Les États-Unis, ils sont finalement presque plus petits. Ils sont plus de 2 fois plus petits. On génère énormément de données. On ne capitalise pas du tout dessus. Et c'est l'un des enjeux d'ailleurs de GaiaX qu'on essaie d'adresser. Les algos d'informatique ne sont aussi performants que la donnée qu'on va leur donner à manger.
plus les hyperparamètres, plus l'algo en lui-même, mais il y a une grosse partie qui est sur la quantité de données qu'on veut donner. Je prends par exemple une toolbox d'un hyperscaler non européen. Les algos qu'ils implémentent sont des algos open source. Les papiers de recherche existent. Les implémentations sur scikit-learn existent. La grosse différence entre le modèle d'inférence, quand ils le mettent à disposition derrière une API, et ce qu'on pourrait faire en Europe, c'est la quantité de données qu'ils ont mis en entrée. Oui, juste un... Quantité de données, qualité des données. Enfin, Alors moi, je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle parce que je ne parlerai jamais d'intelligence artificielle. Je vomis ce terme. Oui, mais non, mais c'est du traitement algorithmique. C'est un terme qui infériorise l'humain face à des trucs. Je dirais pas d'intelligence artificielle. Ces machins, c'est con comme des fers à repasser ou des machines à laver. C'est du calcul. Et on voit bien d'ailleurs que ça reconnaît rien, ça n'apprend pas. Donc il faut penser que le terme d'apprentissage ne veut rien dire. C'est de l'autoconfiguration, etc. Alors maintenant, je reviens sur le vrai sujet qui est les algorithmes. Ce matin, donc, il a été mentionné un certain nombre de bibliothèques qui sont réalisées au niveau international, mais avec un pilotage, une architecture, une conception logicielle scientifique. C'est scikit-learn, entre autres, qui est un logiciel qui fait des millions de téléchargements. Voilà, qui est un standard mondial. Je veux dire, justement, on a effectivement l'école française de mathématiques, elle est très bonne. L'école française d'informatique, elle est plutôt issue des théoriciens, alors que dans d'autres pays, elle vient des ingénieurs en machine. C'est pour ça qu'on dit pas computer science, ça veut rien dire. L'informatique, c'est vraiment la science du traitement de l'information. On a toutes les armes. Maintenant, moi, je m'étonne aussi. Alors, désolé, je prends ma casquette d'universitaire public, s'il vous plaît. On parle de révolution numérique, on parle d'emploi, de machin. Regardez les budgets de l'université française et comment, effectivement, on n'a quasiment pas de poste d'enseignants en informatique pour former les vagues d'étudiants qui nous arrivent. Je veux dire, là aussi, quand on parle de cohérence des politiques, voilà, c'est fini, merci. Bien noté. Question, il y avait levé là-bas. Christopher Pater, donc je dirige CO Vision, on développe la plateforme GoFast. On est un des rares éditeurs en face de Microsoft, en tout cas sur les grands comptes Office 365, SharePoint, Teams. Ce matin, le député Latombe a parlé de chasser en meute pour regagner notre souveraineté, ce qui me semble hyper important. J'ai des relations avec Atos, j'ai des relations avec OBS, etc. Mais on ne travaille pas assez ensemble parce qu'on va gagner tous ensemble et pas un petit éditeur dans un coin, un gros intégrateur à côté, etc. Alors, tout ça est compliqué parce qu'il y a des conflits d'intérêts un peu dans tous les sens. Vous faites beaucoup de business avec Microsoft, avec Google pour Thales, etc. Donc, c'est un petit peu compliqué. Sauf qu'il y a des notes comme la note de la DINUM, des circulaires qui font que maintenant, il faut s'y mettre. Et on gagnerait que tous ensemble et pas les uns à côté des autres ou en faisant des discours, etc. Il faut y aller. Alors, c'était peut-être pas une question, mais je peux la tourner en termes de question. Alors là, non, mais il y en a une, c'est pourquoi on n'y arrive pas et pourquoi on se tire dans les pattes. Alors, je vais juste, avant de laisser la parole à ceux qui... Ouais. Je vais reprendre un peu d'histoire. Pour ceux qui sont de l'open source, ils verront là où je veux en venir. Le ministère des Finances, il y a plus d'une dizaine d'années, a lancé un appel d'offres pour le support au logiciel libre. Okay, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui se souvenait, le plus gros marché de l'époque, 12 millions d'euros, monstrueux. Je n'ai pas vu un acteur du libre qui supportait celui d'à côté. On les mettait dans une réunion, ça tirait des scuds à longueur de journée. Donc effectivement, le chasser en meute, à mon avis, je suis un ancien cap, donc quand on parle des intégrateurs, peut-être je suis extrêmement biaisé. En tout cas, ce que j'ai vu moi, c'est des PME qui ne savaient pas bosser ensemble parce qu'elles ne voulaient pas bosser ensemble. Ça, c'est le premier point. En revanche, ce qu'on sent très bien, donc là, je change de casquette. Je travaille donc pour freelance.com, qui est un modèle qui s'appelle Inops. On a 3 marchés UGAP et on assemble des petites sociétés. Ce que j'ai entendu tout à l'heure a été vrai. On est 10, la commande publique ne veut pas nous voir parce que... Alors, le syndrome du DSI, par contre, il existe toujours. Hein, celui-là, il est compliqué à gérer. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a des modèles contractuels pour lesquels l'administration publique a été sensibilisée pendant des années. Ça commence à rentrer. C'est de dire... On chasse en meute, on est ensemble, il y a quelqu'un qui porte contractuellement la relation. En revanche, ça n'enlèvera pas mon problème initial, qu'il faut quand même que les gens aient envie de bosser ensemble et qu'ils se définissent des territoires qui font que vis-à-vis du donneur d'ordre, alors qu'il se trouve être souvent quand même la commande publique, hein, c'est là où on peut vraiment impacter, faut qu'il y ait une réelle volonté de lâcher un peu sur... un peu d'argent, un peu de périmètre fonctionnel, un peu de responsabilité, etc. Et moi, je l'ai vu beaucoup bloquer
souvent autour de ça. Et je fais une très bonne conférence sur le sujet demain après-midi d'ailleurs. Oui, enfin, nous on est à l'UGAP, enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci pour adresser les comptes publics, qui d'ailleurs sont des très bons élèves par rapport au secteur privé. Hein. Nous on a des ministères, on a des régions, etc. Donc des références, on en a. On y arrive tout seul. Mais je veux dire, avec les intégrateurs, ça ira plus vite et plus loin. Et puis il y a un déploiement européen aussi à faire, qui là, par contre, pour une PME française, est plus compliqué, qu'on pourra faire avec des intégrateurs, de gros intégrateurs, et seul, c'est plus dur. Voilà. Bon. Une petite remarque de l'intégrateur de la table. Oui, merci beaucoup. Mais alors là, le chasseur en meute, on est complètement pour, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on y arrive. Et je pense qu'on a un momentum, là, la table ronde le montre, autour de la souveraineté. On a vu que ce n'était pas one size fit all, hein, c'est en fonction de l'impact des business, etc. Il va y avoir plusieurs façons de répondre à cette souveraineté. Et puis sinon, ce que je voulais dire, c'est que chez Atos, on a un programme qui s'appelle le programme Scaler, qui permet en fait soit aux startups, mais aux petites moyennes entreprises, en fait, de venir, on les intègre et en fait, on permet de les déployer chez nos clients. Et donc, en fait, c'est une façon justement d'offrir un petit peu le marché européen tel qu'on peut l'avoir, parce qu'en fait, les grands groupes comme Atos ont évidemment une force de frappe très importante au niveau mondial, mais évidemment aussi au niveau européen, avec beaucoup de clients et beaucoup de cas qui peuvent être répliqués. Et c'est ce qu'on veut faire, en fait. On veut avoir une première expérience que l'on peut répliquer dans différents secteurs. Voilà. Bonjour, merci de me donner la parole. Mimoun Ménoir. Donc, en vous écoutant, les intervenants les uns les autres. Et en fait, quand on regarde au niveau mondial, qu'est-ce qu'on regarde? La souveraineté numérique a été atteinte dans des pays qui ont fait confiance à des sociétés qui ont moins de 25 ans, qui sont devenues les numéros 1 mondial. Quand on regarde et on analyse ces sociétés-là, elles ont un modèle économique qui est complètement révolutionnaire. Et là, quand on regarde ce qu'on essaye de faire, c'est recoller une technologie, des services, etc., sur un modèle économique du 19e siècle. Donc ça ne peut absolument pas coller. Et on l'a vu, les clouds qui ont été faits, les 150 millions d'euros qui ont été donnés de part et d'autre, ça aboutit à une disparition. Et aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aller tout seul, comme on dit, on va aller en meute, mais on va aller en meute vers quoi? Vers une organisation mondiale du commerce, en face des gens qui ont une puissance. Aujourd'hui, il faut juste... une société indienne, c'est 150 000 ingénieurs, avec un nouveau business model. Ce n'est pas du low cost qu'on va. C'est un nouveau business model qu'il faut penser avant de penser qu'est-ce qu'on va faire. Et on va, par exemple, sur des pays qui te disent, nous, on focalise, par exemple, la Corée. Quand on pense Corée, on pense Samsung. Aujourd'hui, quand on pense Europe, qu'est-ce qu'on pense? Je pense qu'effectivement, la Corée est un très bon exemple, puisque il y a 30 ans, je crois, c'était quand même un nain technologique. Est-ce qu'il y a un modèle européen à construire? Alors, on a un peu esquissé, peut-être pas assez clairement, autour de la donnée et du respect des droits universels et des droits de l'individu. Je pense qu'on a un modèle américain qui est très centré, avec les droits des utilisateurs qui sont quand même dans les mains de la puissance privée. On a un modèle chinois qui est très différent et qui est très concentré. Est-ce qu'il y a un modèle européen qui peut émerger avec un modèle économique ou un modèle juridique différent et qui fera qu'on saura résister? D'un point de vue infrastructure, on voit quand même qu'on se cherche depuis 20 ans. Début des années 90, il y avait Web 1, c'était Web Service. Puis début 2000, il y avait tous les réseaux peer-to-peer, Emule, Casa, la grande folie de tout ce qui était peer-to-peer. On est revenu sur du Web 2, où on était du coup sur des hyperscalers, on se recentralise. Puis maintenant, on voit une nouvelle vague de Web 3, où on décentralise. On voit bien que tous les 10 ans, 9 ans, on change un petit peu de paradigme et on cherche toujours à trouver cet équilibre. Donc le modèle économique, en effet, prendre peut-être de nouveaux acteurs, je ne sais pas très bien là-dessus, mais les mêmes recettes, ça donnera le même résultat. D'un point de vue décentralisation, quelque chose qui est, je prêche pour ma paroisse, mais qu'on a dans les spécifications techniques du projet dans lequel je travaille, il y a le pouvoir s'abstraire de
enlever en fait ce locking que l'on a des intermédiaires, que ce soit financier, et promouvoir en fait une nouvelle façon de monétiser. Sinon, en fait, on arrivera à la même chose de j'ai un catalogue, je passe par le catalogue, et en fait, c'est celui qui a le catalogue qui a le pouvoir. Oui, peut-être moi je voudrais faire deux commentaires. Le premier, c'est on dit qu'on a énormément de capacités en Europe, c'est vrai, d'ingénieurs brillants, de marchés formidables. Pour autant, quand on parle de chasser en meute, quand on parle d'écosystème, on est quand même très souvent au niveau national. Moi, ça me frappe parce qu'effectivement, on a un sujet quand même de fragmentation qui est fort. C'est-à-dire que toutes ces entreprises dont on parle, elles sont en réalité peu européennes. On est sur un pays, voire de temps en temps sur deux. Mais c'est un peu compliqué de dire en même temps on a une puissance formidable en Europe et puis d'avoir une logique qui est en réalité plutôt nationale. Donc ce sujet-là, pour mon moment donné, il va falloir qu'on trouve des réponses. Et je dirais que les États n'aident pas parce qu'on a aussi des réglementations qui sont différentes. Pour ne prendre l'exemple que des sujets de sécurité, de résilience, de souveraineté, on a des réglementations qui ne sont pas les mêmes en France, en Allemagne ou dans les autres pays. Donc, première remarque, je pense qu'on a besoin d'aller vers plus des meutes européennes, entre guillemets, et qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Deuxième remarque, il ne faut pas oublier qu'à la fin, nous, on peut pousser, on peut aider, que ce soit Atos ou nous, mais à la fin, on a des clients qui décident. Et ces clients, ils décident aussi en fonction de leurs propres contraintes, de leurs propres enjeux. Et même si on a des solutions de cloud qui peuvent être de bonne qualité, à la fin, ils regardent aussi c'est quoi les softwares qu'on peut mettre dessus, c'est quoi l'écosystème de solutions qui existe. Et aujourd'hui, alors comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? La question est ouverte, hein. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que pour beaucoup de grandes entreprises, elles fonctionnent avec des écosystèmes Microsoft, hein, pour dire les choses assez clairement, qui sont massivement déployés avec des salariés qui utilisent ces systèmes tous les jours, et que la facilité, mais aussi les coûts associés, c'est de continuer avec ces solutions. Et c'est ça que nous demandent aujourd'hui un certain nombre de nos clients. Donc la question, c'est aussi comment est-ce qu'on a des solutions et des écosystèmes par-dessus qui sont compétitifs, alternatifs, qui vont pouvoir amener des solutions comparables. Et ça, c'est un sacré challenge. Ouais, je n'ai pas apporté de solution, pardon. Mais et ça explique, juste un mot, et ça explique quand même, effectivement, le fait qu'on ait fait le choix, après les échecs qui ont été mentionnés sur CloudWatch, sur Numergy et autres, pour mettre un peu les pieds dans le plat, hein. Je le dis d'autant plus qu'on était dans l'un des consortiums, qu'on a fait le choix, en tout cas chez Orange, de dire à un moment donné, c'est peut-être pas la solution idéale, mais au moins on va proposer une solution, effectivement, ce fameux cloud de confiance. J'ai compris qu'il n'était pas tout à fait souhaité, ou en tout cas voulu. Mais on pense que, en tout cas, nous, on a un certain nombre de clients qui nous disent nous, on a besoin d'avoir des solutions qui sont immunes aux lois extraterritoriales dont on a parlé tout à l'heure. On a besoin d'avoir des solutions qui sont reconnues, mais qui nous permettent quand même d'utiliser les solutions collaboratives dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, encore une fois, je ne prétends pas apporter de solution, mais juste pour mettre quand même sur la table, on doit y arriver. Pour y arriver, il faut qu'on y arrive ensemble, il faut qu'on y arrive ensemble au niveau européen. Voilà, on est un peu trop franco-français, pardon. Et deuxièmement, on doit penser end-to-end avec un portefeuille de services et de solutions à la fin qui vont être comparables et compétitifs par rapport à ce que fournissent les Microsoft et autres. Peut-être que je peux rebondir parce que je suis tout à fait d'accord et je pense que justement, on va là vers un modèle qui est en train d'évoluer. Et c'est ce qu'on est en train de créer, je pense, avec Gaia-X, IDSA, tout ce qui est les data space. Et donc, en fait, c'est ces écosystèmes, tu as tout à fait raison, Michael, il faut vraiment être dans des écosystèmes européens qui
sont autour d'une même problématique. Donc il y a la mobilité, il y a la finance, il y a la santé. Bref, on a beaucoup d'écosystèmes qui sont en train de se créer comme ça, qui ont des besoins d'interopérabilité, qui peuvent regrouper des sociétés concurrentes, mais qui ont le même besoin finalement de partager de données parce qu'ils savent que pour changer leur business model, pour avoir des services beaucoup plus agiles et pour aussi avoir des données plus riches, on est obligé de travailler ensemble. Et donc là, c'est là aussi peut-être qu'il y a le paradoxe, ou en tous les cas la complexité, qui fait qu'on voit que les utilisateurs, on veut leur offrir beaucoup plus de simplicité. Si on prend le transport, tout ce qui est multimodal, on rêve d'une solution où on pourra aller d'un point A à un point B en faisant une seule demande, et puis tout sera traité, les transports dans tous les différents pays, les hôtels réservés, les places de théâtre, etc. Et donc, on voit très bien ce modèle très simple, pareil en santé, mais en fait, pour le réaliser, il faut standardiser, il faut pouvoir interopérer, il faut pouvoir sécuriser. Et donc, il faut pouvoir répondre aux problématiques législatives, etc. Donc, il y a une très grande complexité qui est là pour arriver à ce modèle dont on rêve, en fait. Et les data space au niveau défini tel que les a introduits, c'est des data space, donc c'est de l'échange des domaines virtuels d'échange de données qui sont entre plusieurs acteurs, entre plusieurs pays européens et qui donc doivent faire face à des problématiques de réglementation qui pour l'instant en effet sont définies au niveau national et comment on les uniformise. Et je ne pense pas que l'on ait une réponse qui vienne à temps de la part des instances européennes. Je pense que ça passera par des acteurs privés. Il faut dire qu'en Chine, c'est un petit peu plus facile pour décider rapidement. Quand on regarde combien de temps on a mis pour créer la monnaie européenne, créer un modèle de fonctionnement au niveau IT européen, c'est réglementaire qui passe partout, ça prend du temps. C'est quoi les grandes étapes à venir de GAIA-X ? Est-ce qu'il y a des jalons comme ça qui sont un peu devant ? La question n'était pas du tout prévue, ni piégeuse. Il y en a un. Donc GAIA-X, c'est promouvoir les valeurs européennes sur l'échange de la donnée et les services informatiques. GAIA-X n'est pas là pour faire la promotion de la souveraineté européenne. On est là pour faire la promotion notamment de la souveraineté numérique. Je reprends la définition de mon collègue. Et on estime que pour pouvoir activer ce genre de décision, il faut avoir de la transparence. Il faut savoir où le service est localisé, qui fournit la technologie. C'est pour ça que je préfère avoir des critères beaucoup plus tangibles que dire il faut que ça vienne de la décision d'un État ou d'une réglementation. Je pense qu'il y a moyen de mesurer ce qui se passe actuellement et de laisser aux utilisateurs de prendre des décisions. Le premier point sur lequel on travaille, c'est l'identité. Pas l'identité de la personne physique ici dans la place, vous n'avez pas besoin d'être connu auprès d'un cloud provider. On parle du B2B, l'identité entre B2B. Comment est-ce que je négocie mon contrat entre B2B ? Actuellement, avoir un contrat, ça peut prendre plusieurs mois. Comment est-ce qu'on réduit ça à quelques heures ou à quelques minutes ? Les contrats types ont toujours les mêmes clauses. Comment est-ce qu'on reconnaît la signature électronique d'un contrat ? Devant une cour de justice. Il y a des embryons, pas encore de quoi passer à l'échelle. Alors, je crois qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez aborder, parce que le temps file, sur le panel, des points qui vous manquent ou sur lesquels vous voulez... L'éducation. Je pense que si on focalise sur l'éducation, par exemple, quand on voit les formations qui ont été mises en avant en disant on va créer une école de formation sur tel sujet en utilisant une GAFAM, j'ai des enfants, ça me fait grincer des dents. Et moi j'ai le sujet de la cybersécurité. On est quand même très défensif là, depuis 1h30. On va construire chez nous, on va relocaliser les talents, etc. Mais quelle est votre vision de l'état de l'Europe ? Je ne vais pas raisonner à l'échelle nationale, mais quel est le niveau de l'Europe aujourd'hui dans sa capacité à répondre à une attaque, mais aussi éventuellement à attaquer. Parce qu'on voit, il y a eu quelques exemples, là, il y a quelques hackers qui se sont fait poursuivre par les instances américaines et qui ont été arrêtés. Est-ce qu'on est bon sur la cybersécurité ? Je pense que vous êtes tous très bien placés pour avoir
des infos. Est-ce qu'on est au niveau des Américains? Est-ce qu'on s'est résisté aux armées de... Excusez-moi, il n'y a aucun racisme derrière tout ça, mais aux armées de petits Chinois qui sont entraînés pour aller envoyer des stagiaires chez Airbus ou ailleurs. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Moi, ça me manque comme réponse. La question est multiforme. Est-ce qu'on a les compétences techniques? Oui, on a des gens qui sont extrêmement bien formés, on a des écoles, on a des gens même qui... C'est un métier dans lequel on trouve encore de l'auto-formation et des autodidactes qui sont aussi extrêmement bons, mais on voit maintenant que pour créer une arme numérique, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, là on cite beaucoup Pegasus, mais avant, pour ceux qui veulent regarder un petit peu les archives, il y a Stuxnet, et puis il y a Flame, dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est une arme numérique absolument magnifique en termes de conception. Maintenant elle date un peu, mais qui montre bien les capacités technologique et la maîtrise d'œuvre. J'allais dire, nous, au niveau européen, on a totalement les compétences pour fabriquer ce type d'armes et ça ne m'étonnerait pas que quelque part, on en ait déjà sous quelques matelas. Maintenant, est-ce qu'on est capable de résister à une attaque numérique de grande ampleur? Vu comment la majorité des systèmes sont troués, et je le répète, troués du processeur au plafond, la réponse, c'est sans doute non. Et je pense que, bien sûr, on parle beaucoup, on se focalise sur les opérateurs d'importance vitale, les fameux OIV. Mais enfin, si je veux foutre le why dans un pays, je ne vais pas m'attaquer à une centrale nucléaire, même si c'est une belle cible. Je vais foutre en l'air le système des allocations familiales. Et 15 jours après, il y a 2 semaines après, quand les gens n'ont pas leur blé pour vivre, ils sont dehors avec des fourches et des torches. Donc, je veux dire, il faut comprendre. Et là, ces systèmes-là, en termes de niveau de sécurité, bien sûr, ça monte. J'ai aussi des copains qui travaillent dans ces boutiques-là. Mais la chaîne est tellement vaste. En cybersécurité, il suffit d'un maillon moisi pour que la chaîne éclate. Donc on est face à des systèmes qui sont éminemment complexes et éminemment fragiles. Je pense que si on était l'objet d'une cyberattaque de grande ampleur, il faudrait plutôt miser sur la résilience que sur espérer tout sauver. Voilà, que la résistance. Bon, ça, c'est mon avis, j'allais dire, intuitif. J'imagine qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à la question. Donc, les compétences, on les a. Au niveau offensif, on les a. Maintenant, le problème, c'est que dans le cas d'une vraie guerre, entre guillemets, alors, c'est le passage à l'échelle aussi, c'est les troupes. Quand tu parlais de l'armée des petits X, Y, Z, bien sûr, c'est la capacité d'avoir beaucoup de gens formés parce que, comme sur les troupes sur le terrain, ça demande un entraînement de former les gens. L'avantage du numérique, c'est le passage à l'échelle. Il est vrai qu'une personne derrière un ordinateur, quand il lance un verre qui est bien conçu, peut faire du dégât à l'échelle mondiale. On l'a bien vu d'ailleurs justement avec les retombées de Stuxnet ou autres qui débordent à droite à gauche, en dehors de la cible et qui se mettent à flinguer des trucs. Oups. Donc on a la capacité de passage à l'échelle qui permet à quelques personnes bien entraînées, bien motivées de faire beaucoup de dégâts. Mais la défense, bien sûr, tant qu'on n'aura pas réfléchi de façon holistique et qu'on n'aura pas décidé j'allais dire, d'avoir des systèmes de filtrage efficaces, c'est un problème dantesque, la cybersécurité, en termes de défensif. Vraiment, c'est un problème absolument dantesque. Commentaire Oui, moi pas j'en particulièrement. Non. Oui, cybersecurity, est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a la force de frappe? Oui, je pense. Je donnerai l'exemple d'Atos. On est 2e au niveau mondial service managé de sécurité. Donc ça, c'est quand même une capacité très forte. On développe aussi des produits. On parlait des identités, ça c'est quelque chose de majeur. Tout ce qui est les solutions d'encryption, c'est majeur. On a parlé de la circulation de la donnée, donc tout ce qui est DLP, s'assurer que les politiques qu'on met sont bien appliquées, ça c'est aussi très important. Mais en fait, là, je parlerais surtout presque du monitoring. Parce qu'en fait, la sécurité, c'est ce que tu disais, François, il faut pouvoir détecter les attaques. Il y a des failles, en effet, mais il faut, et chacun essaye de se renforcer au mieux, mais le monitoring est très important parce que ça permet de détecter et de réagir. Et donc, là-dessus, alors, il y a une autre chose, c'est que, on disait on a des compétences, mais en fait, on sait bien qu'en cybersécurité, on en manque dramatiquement. Je crois que c'est 200 000 en Europe, et puis je ne sais plus combien de millions à l'échelle mondiale. Et donc, c'est pour ça que s'allier avec des acteurs qui peuvent, et dont c'est le métier, en fait, de surveiller les failles, les alertes de sécurité, je pense que c'est une très bonne façon de faire. Très bon produit open source pour ça. Nos amis d'Orange ont sûrement plein de choses sur la cybersécurité. Oui, je m'en voudrais de ne pas parler de cybersécurité, vous me pardonnerez.
Effectivement, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire, c'est plus facile d'attaquer que de défendre. Et ça, effectivement, finalement, avoir quelques troupes d'élite quelque part qui vont faire beaucoup de dégâts, c'est assez facile. Avoir quelques troupes d'élite qui vont observer sans se faire remarquer, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça se fait quand même. Et la défense, en réalité, c'est compliqué parce qu'il faut défendre partout. Donc il faut avoir un policier dans chaque rue, dans chaque maison, dans chaque entreprise. Et donc par rapport à ça, on a la capacité, ça a été très bien dit, de réaction une fois que finalement le truc est tombé, comment est-ce qu'on fait? Et ça, on a quelques compétences. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle si jamais il y a un sujet massif. Et puis il y a un sujet qui est beaucoup plus important et qui est finalement la base de l'iceberg, qui est comment est-ce qu'on fait la prévention et comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des systèmes qui sont, on n'aura jamais de risque zéro évidemment, mais qui sont le plus sécurisés possible. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des équipes qui monitorent ces systèmes pour s'apercevoir de ce qui se passe, avoir des alertes au bon moment et pour pouvoir réagir le plus tôt possible. Et ça, c'est de la formation massive. En fait, c'est pas que les compétences en cyber. Évidemment, il faut des compétences en cyber, mais aussi de la formation, tout simplement, de tous les informaticiens, de tous les développeurs qui doivent intégrer cette préoccupation cyber de manière native. Nous, on a décidé, par exemple, et c'est le cas de beaucoup, quand on a un projet maintenant, notamment un projet dans le cloud, on a 10% du budget qui est automatiquement sur la sécurité. Et ça veut dire aussi former les gens véritablement de manière systématique, non seulement les former, mais suivre dans la durée ces compétences-là, s'assurer qu'on les audite régulièrement pour pouvoir les améliorer, les reformer sur les points qui seraient peut-être un peu moins bons. Ça veut dire avoir des outils qui nous permettent aussi automatiquement de détecter les failles de sécurité qu'on peut avoir dans nos propres développements. On peut avoir parfois, dans certains programmes, on met l'identifiant et le mot de passe en clair dans le programme parce qu'on en a besoin pour accéder à telle ou telle ressource cloud ou réseau. Mais ça arrive, c'est la facilité. Donc les développeurs, ils font aussi ce qui est, si on leur a pas expliqué, ils font ce qui est facile. Et puis l'autre élément, c'est effectivement développer des compétences cyber. On a une très bonne base en Europe et en France en particulier, ça a déjà été dit, même si moi je trouve que on perd un peu peut-être sur cette base par rapport à ce qu'on a pu avoir, mais c'est un autre sujet. Et on a besoin, pour le coup, de former massivement, mais massivement. Donc on a un campus cyber maintenant qu'on met en place, c'est très bien. Mais pour le coup, s'il y a un appel à faire à l'État, c'est comment est-ce qu'on oriente bien davantage au niveau de la formation initiale ou de la formation professionnelle, des compétences en matière de cyber, parce qu'une chose est sûre, on en a besoin pour nous, on en a besoin pour le monde entier, et l'Europe est tout à fait légitime pour agir sur ce sujet-là. Et puis après, on aura aussi les technologies qu'on utilise, et là, on a aussi un petit travail, parce qu'on est aussi sur des technologies de cyber qui ne sont pas toutes européennes, loin de là. Récemment. Dernière question qu'on prend ici, je suis désolé, le temps file, non? Oui. Je vais revenir sur le sujet de la cybersécurité sur l'angle de l'open source, puisqu'on a parlé, on a une conférence open source, on parle de produits open source. Aujourd'hui en France, les innovations open source, on n'a pas parlé beaucoup d'innovations, mais les innovations open source, les gens qui développent de la technologie de pointe, scikit-learn est un exemple de réussite de technologie de pointe open source française. Quand on veut, on est un développeur, on est un groupe de développeurs qui développent de nouvelles technologies open source. Pour se faire financer, c'est très compliqué. Soit on décide d'accepter d'être libriste dans l'âme et de donner notre code source et de développer ça sur ses jours de repos. Soit il existe des façons. À l'Europe, il y a NLNet, il y a NGI, il y a des programmes qui financent les projets open source à échelle jusqu'à 50 000 € et plus. En France, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Ce qui me choque, c'est on parle de cybersécurité, on parle des technologies qui ne sont pas toutes européennes. Prenons WireGuard, les VPN, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes de sécurité au sein d'une organisation. La plupart des VPN qui sont mis en place dans des entreprises sont des VPN souvent américains ou venant d'autres entreprises, qui sont propriétaires, pas open source, non auditables et qui contiennent pour la plupart, prenons Fortinet par exemple, des backdoors carrément, avec des mots de passe hardcodés.
qu'on découvre finalement par la rétro-ingénierie d'un mec random, voilà, parfois des Chinois d'ailleurs, qui publient sur ces failles de sécurité. On a des choses comme WireGuard, développées par des Américains, sur des fonds d'NLNet, et on capitalise dessus, on capitalise pas dessus. A priori, on capitalise pas dessus, puisqu'il n'y a pas grand monde qui utilise WireGuard en production, à part quelques appliances réseau comme Microtik, qui ne sont pas français à ma connaissance. Et il y a Tailscale, qui est une entreprise américaine qui développe de l'identité numérique, des ACL très sophistiqués dessus, qui sont très simples et qui montent à l'échelle très vite. Pourquoi finalement on n'arrive pas à aller dessus aussi bien en fait? Est-ce qu'il y a une réponse dans le panel? Oui, un manque de volonté de souveraineté technologique. Lors du salon Beboost, qui était aussi un salon professionnel sur le libre et l'open source qu'on a tenu à La Rochelle il y a un mois, il y a Jean-Paul Smets qui a fait une phrase très vraie. Il dit « On est des colonisés dès le moment où on pense que les technologies étrangères sont meilleures que nos technologies nationales. » Et ça, c'est vrai que c'est un syndrome, une fois qu'il est rentré dans les têtes, et on voit au plus haut niveau du gouvernement, on dit « Ah ben on va faire rentrer la France dans le numérique, donc on va inviter telle entreprise étrangère à installer ses labos. » Hey, wait, mais on a des labos chez nous, on a des gens, il faut simplement les payer et leur donner un accès au marché. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise des technologies étrangères et pas nécessairement les technologies ou les logiciels qu'on a chez nous? Parce qu'il faut sortir aussi d'une mentalité de coloniser d'abord. Alors ensuite, j'amodirais votre propos, open source, pas open source. Sur le plan de la sécurité, c'est pas nécessairement tout blanc, tout noir. C'est-à-dire que Heartbleed, par exemple, a bien montré que ça avait beau être libre, pendant des années, les gens sont passés dessus sans le voir. Et puis on a aussi des retours de personnes qui ont été payées pour délibérément introduire des failles de sécurité dans du libre. Le seul avantage du libre, c'est qu'au moment où la faille est trouvée, on la bouche rapidement. Alors qu'effectivement, sur des systèmes privatifs toujours en production, l'éditeur lui dit je m'en fous, cette-là, je la corrigerai plus parce que maintenant, achetez la version Schmurz. Mais tous les logiciels installés ou embarqués ou cachés à l'intérieur, eux, ont la faille de sécurité documentée et béante. Donc, en termes de sécurité, le libre apporte un bénéfice qui n'est pas nécessairement toujours significatif par rapport au privatif, mais j'aime beaucoup le libre, soyons clairs, si vous voyez mon pédigré, je le promeus. Mais sur l'aspect de la sécurité, c'est pas parce que c'est du libre que ce sera nécessairement plus sûr. En revanche, si on est capable de créer un écosystème avec un audit de code suffisant, alors ça peut devenir intéressant parce que ces portes dérobées que vous évoquez et qui sont la règle, moi j'ai documenté un certain nombre de telles failles dans des dispositifs où en plus la personne dit « Ah tiens, là vous avez une faille dans votre équipement réseau » et le fabricant dit « Ah oui, merci beaucoup » et juste il la cache mieux. Hein, mais de toute façon, c'est defective by design. De toute façon, tous ces équipements-là sont troués par nature et tout dépend du fournisseur et ils sont troués à la solde parce que, évidemment, on est tous soumis aux pressions plus ou moins amicales des autorités du sol sur lequel on réside. Un très bon exemple aussi, c'est les gens qui ont fait TrueCrypt et du jour au lendemain, ils ont dit « Ouh là là, mais n'utilisez pas TrueCrypt, c'est absolument troué, utilisez les trucs de Microsoft et nous, on va partir élever des chèvres et nous parlez plus. » Et je me suis dit « Waouh ! Si les mecs, on les a menacés à ce point-là, je vais utiliser leur truc. » Donc, effectivement, voilà. Donc, comment faire en sorte d'utiliser des bons produits? Il faut arriver à lutter contre cet effet DSI dont je parlais. C'est peut-être l'effet le plus dévastateur qu'on a. C'est le fait que les gens ne prennent pas nécessairement de risques pour leur entreprise, alors que c'est finalement le risque qui leur assurerait une meilleure sécurité sur le long terme en ayant la capacité de mutualiser de l'énergie, de donner un peu de son temps ou de financer un petit peu, de façon à ce qu'on puisse auditer un code et faire en sorte que ça passe par l'ANSSI, ça passe par un certain nombre d'acteurs. Et là, j'insiste aussi sur ce plan-là. On a un problème administratif aussi, moi je le vois. Dans les labos, par exemple, moi je fais de la programmation aussi beaucoup, il y a des logiciels qui font économiser des milliards d'euros à tout le monde. C'est Valgrind, c'est GDB, c'est des outils. Eh bien, autant vous pouvez facilement aller à votre service comptable pour payer 3000 balles pour un environnement de développement logiciel privatif parce que la facture, elle est là, mais vous n'avez pas de moyen administratif de filer 10 balles
à un type qui finalement fait un boulot qui vous sauve l'existence et sur lequel s'appuie l'intégralité de l'infrastructure européenne. C'était le développeur de SSL qui un jour a dit bah, les gars, j'en ai marre, vous faites chier. Et les gens m'ont dit bah, attends, mais pourquoi, c'est quoi le problème? Mais je gagne rien. Mais t'es fou, tiens, voilà $50 000. Tiens, enfin, je veux dire, les gens qui ont un intérêt stratégique à ce que le logiciel existe, ils sont capables de financer. Donc je crois là encore aussi que finalement il y a un argument psychologique à combattre, mais il y a aussi du point de vue comptable, hein, c'est simple, c'est aussi bête que ça, la capacité de financer les projets qui sont stratégiques pour nous. Moi, quand je fais la promotion du libre, c'est pas du tout par j'allais dire, idéologie, c'est par efficacité économique. J'ai des arguments pour dire qu'une techno, enfin justement un projet libre, c'est la mutualisation des coûts et ça permet une efficacité économique, mais il faut faire le choix stratégique du libre. Et ce que vous décrivez, c'est une solution dans laquelle on dit, bah, si la sécurité, ça devient stratégique pour moi, et ça doit l'être, alors je dois mettre X% de mon budget SI sur la sécurité et je dois être capable de filer cet argent-là aux gens qui m'intéressent, même si le mec, c'est un type qui s'appelle Tintin92 @myhosting.com et on se dit, ce mec-là, on l'a jamais vu ni d'Adam, mais c'est lui qui rend le service à la communauté. Oui, il y a un point. Et je profiterai pour faire la promo. Il y a une excellente conférence sur le financement des projets open source demain matin à 9h45. C'est moi qui l'a fait, hein, c'est pour ça que je dis qu'elle est bonne. Et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le constat qu'il n'existe rien en France, mais effectivement, il y a une spécificité française quand il s'agit du financement de l'open source. C'est difficile par rapport aux règles comptables. Oui, par rapport à la commande publique, c'est évident. Bon, je suis désolé, on ne peut plus prendre de questions. On est quand même disponible, évidemment, après, si vous avez envie de continuer la discussion. Merci à vous tous. Pierre ? Sur juste le financement d'open source, il y a une problématique auquel j'ai été personnellement impliqué. C'était, on monte une start-up. Si on va avoir des financements, il faut pouvoir montrer qu'on a des brevets. Oui, c'est une saloperie. Ouais. Et en tant que start-up, dire je fais du logiciel open source, extrêmement difficile de recevoir des financements. Alors ça a changé, et juste un point, la région Nouvelle-Aquitaine, il y a un appel à projet logiciel libre innovant, et la région Nouvelle-Aquitaine finance dans le cadre justement des relations avec le cluster Naos, mais il faut vous installer en région Nouvelle-Aquitaine, mais vraiment venez, c'est Et il y a un TGV qui va direct. Merci à vous tous, merci d'avoir été là. Merci.